Il y a une région en Géorgie où les montagnes pourraient faire envier même les Alpes, un pays d'où l'on revient avec quelques kilos en plus et quelques souvenirs exceptionnels. Un pays où, au milieu du printemps, il peut neiger tellement qu'on ne peut pas partir. On dirait qu'on reste ici pour de bon. Un pays avec une riche histoire et des gens accueillants, des couleurs incroyables et bien sûr des paysages. Et comme c'est souvent le cas avec les plus beaux endroits. Mais d'abord, vous devez vous rendre dans ce pays. Honnêtement, j'ai perdu ce sentiment d'attente il y a longtemps, car je prends souvent l'avion et cela ne me surprend plus autant. Mais aujourd'hui, ce sentiment merveilleux est revenu, car j'ai un vol très inhabituel devant moi. L'étrangeté de ce vol commence par le fait qu'à 2h30 avant le départ dans le petit aéroport en Qatari, il n'y a pas âme qui vive. Un hall vide, un café vide et une piste vide. On se sent comme si on était arrivé dans un musée de l'aviation abandonné. Mais le fait qu'il y ait encore un certain mouvement moderne dans cette capsule temporelle aéronautique est révélé par les horaires de vol au mur sous forme d'impression dans un fichier comme celui-ci, et quelques avions plutôt modernes et petits stationnés ici. Ces vols sur de petits avions sont opérés par une entreprise au nom très romantique Vanilla Sky. Parlons un peu des particularités de ces vols. Tout d'abord, le billet coûte seulement 30 $, ce qui est simplement un prix ridicule pour voyager pratiquement à travers toute la Géorgie. Deuxièmement, seuls 15 kg de bagages sont autorisés par passager, y compris les bagages à main. Et troisièmement, et peut-être le plus important pour ces vols, c'est qu'ils dépendent de la météo à destination. S'il y a des nuages, de la pluie, du brouillard, personne ne vole nulle part et le billet sera probablement reporté ou annulé et vous serez remboursé. C'est pourquoi si vous planifiez un voyage à Svaneti à l'avance, il vaut probablement mieux ne pas trop compter sur ce vol. Mais si vous avez la possibilité de passer quelques jours à Tbilissi et de reporter votre prochain vol ou même d'annuler complètement votre voyage, c'est probablement la meilleure option. 1 heure avant le départ, les passagers ont été pris en charge par un minibus à Tbilissi et le personnel est apparu au guichet. Ils ont très rapidement dressé une sorte de liste de contrôle. Ensuite, un contrôle de sécurité très rapide où nous nous sommes dirigés vers la section sélectionnée. Ils ont pesé et scanné nos bagages et nous sommes allés directement sur la piste de décollage, le long de laquelle nous avons marché avec les pilotes qui, soit dit en passant, se sont avérés être originaires de la République tchèque jusqu'à notre moyen de transport. C'est à quoi ressemble un luxueux avion agricole avec lequel nous allons voler. Et je suppose que vous avez déjà deviné qu'il n'y a pas de numéro de siège ici. Vous prenez place selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les places sont bien sûr réservées uniquement aux pilotes et j'ai eu beaucoup de chance que mon voisin m'a offert une place près de la fenêtre, car c'était son 4e vol de ce genre et cela m'a ainsi donné la possibilité d'enregistrer. Nous lui en sommes très reconnaissants car il y avait beaucoup à filmer là-bas. Attachez vos ceintures et c'est parti! L'avion vole si bas au-dessus du terrain diversifié de la Géorgie que j'avais Internet et navigation pendant tout le vol en parlant de navigation. Comme tu le comprends, nous volons de la région de Tbilissi à Svaneti, une région difficile d'accès dans le nord de la Géorgie, connue pour ses hautes montagnes et ses superbes vues, comme cette vue depuis la fenêtre. Et, en parlant de vue, chers passagers, la montagne Ouzba, austère et belle, se trouve à droite, sous notre aile. C'est l'un des symboles de la Svaneti. Nous en parlerons un peu plus dans la suite de ce film. Les passagers se divisent en 2 catégories. Ceux qui ne peuvent pas détacher leurs yeux et lâcher leur appareil photo, même si ce n'est pas leur premier vol. Et ceux qui rêvaient de quelque chose de plus intéressant jusqu'à l'atterrissage à l'aéroport de Mestia.
C'est simplement le meilleur vol que je pouvais imaginer. Ce qui rend ce vol spécial, c'est que le trajet en voiture depuis Tbilissi prendrait plus de 8 heures et le vol dure moins d'1 heure. En résumé, l'aviation civile est super. D'ailleurs, nos bagages étaient transportés en partie dans le nez de l'avion, en partie dans la cabine. Donc, comme dans un minibus, nous récupérons nous-mêmes nos bagages et nous nous dirigeons vers le terminal. Nous devons dire quelques mots supplémentaires à son sujet. C'est à la fois le plus petit et le plus stylé aéroport où je suis jamais allé. Comme quelques autres bâtiments à Mestia, il a été conçu par une entreprise d'architecture allemande. En fait, c'est tout le bâtiment de l'aéroport. Il y a quelques postes de travail et une salle de contrôle dans la tour. Un petit hall d'entrée au rez-de-chaussée, à la fois salle d'attente, bureau de vente et terminal d'arrivée. Cet aéroport de petite taille n'est ouvert que quelques fois par semaine et assure ses superbes vols depuis Natatkari et Kutaïssi. D'ailleurs, il n'y a pas eu de problème avec le logement non plus, car j'ai rencontré des gars de Lviv dans l'avion qui avaient déjà réservé des hébergements et j'ai pensé, pourquoi ne pas y rester? C'est la maison d'hôte Keti Margiani. La seule chose qui la révèle est ce panneau et quelques autocollants TripAdvisor sur les fenêtres. À l'extérieur, c'est une cour typique géorgienne avec une maison typique. Et bien sûr, la Mitsubishi Delica reste la voiture nationale géorgienne. En sautant de pierre en pierre dans la cour, en imaginant que la saleté autour de toi est de la lave et en grimpant les marches usées, tu ne t'attends pas à ce que l'intérieur soit beaucoup mieux. Tu entres dans la chambre, c'est très convenable. Les murs sont en pierre, tout est joliment habillé de bois, le lit est confortable et la salle de bain est privée. Et tout ça pour 10 $ par nuit. Je ne sais pas si c'était un prix spécial pour l'ouverture des frontières, mais c'est le meilleur rapport qualité-confort-prix. Salut! Que fais-tu ici? C'est ce que je pensais aussi. Allons-y. Oui, le chien local aime aussi rendre visite aux invités. N'est-ce pas, mon vieux? Ce petit chien est probablement le meilleur pitbull que j'ai jamais rencontré. Nous nous sommes entendus dès le premier jour et avons ensuite marché ensemble dans le quartier. La seule chose dont ce type a besoin, c'est de réfléchir un peu à son régime alimentaire. Oh, merde, qu'est-ce qu'il fait? Oh, putain, je ne sais pas de qui avoir plus peur dans cette maison. Le pitbull ou le chat nommé Thomas. La cuisine au rez-de-chaussée, où j'ai eu le plus de contact avec les propriétaires, correspond à 100% à la description de la région. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas beaucoup, mais ils sont très accueillants. Plusieurs fois, ils m'ont même emmené en voiture jusqu'en ville. Et quand ils ont commencé à cuisiner leur spécialité, le khachapuri, un mélange traditionnel de pommes de terre et de fromage, ils m'ont rencontré avec une caméra. Ils m'ont demandé de documenter le processus de cuisson de cette bombe de gluten. Et c'est exactement pour cela que je suis venu. Et puis d'un ton qui n'acceptait pas de refus, ils m'ont fait m'asseoir pour tout goûter. Très, très délicieux. Pas comme ceux achetés en magasin en Ukraine. Machubi est toujours dans la cour. C'est une maison traditionnelle de la région de Svaneti, mais malheureusement, il n'y avait pas de lumière à l'intérieur, alors je vais vous montrer à quoi cela ressemble de l'intérieur plus tard, en utilisant l'exemple d'un musée. Et ici, nous avons soudainement trouvé cette terrasse avec vue sur la ville. Et pour moi, cet endroit est une sorte d'antithèse typique du tourisme occidental standard, où tout semble magnifique lors de la réservation. Mais quand vous arrivez, tout est moyen à l'intérieur. En passant, tout est bon marché et très authentique dans la ville. Quant à moi, il est temps de parler un peu de la ville elle-même. Bien que seulement 2000 personnes vivent ici, Mestia est à juste titre considérée comme la ville principale de Svaneti. Elle se trouve à une altitude de 1500 mètres, évidemment entourée de belles montagnes élevées, et y arriver par voie terrestre n'est pas une tâche facile. C'est précisément pour cette raison que ces terres n'ont jamais été conquises. C'est pourquoi les traditions et les lieux d'architecture sont restés exactement dans leur forme originale. Les vieux quartiers de Mesti ressemblent à ceux du Moyen Âge. Des murs de pierre, des routes en pierre. En général, c'est très authentique.
Un autre détail caractéristique ajoute de la couleur. Les vaches. Les vaches sont partout ici, et tout le monde attend patiemment qu'elles quittent la route. Personne ne les touche, c'est comme une succursale de l'Inde, dans le nord-ouest de la Géorgie. Soit dit en passant, cela n'a rien à voir avec le statut spécial du bétail. De plus, c'est une histoire purement hivernale. En été, les vaches se trouvent dans les pâturages d'altitude, mais en hiver, il n'y a rien à y faire. Jusqu'à l'été, elles sont nourries de foin et paissent juste à côté des routes. En revanche, juste à côté, il y a des maisons très futuristes des mêmes architectes allemands. Ceci est par exemple un poste de police. Et c'est le bâtiment de l'administration de la ville. Et c'est le musée ethnographique en Svaneti. Le musée est petit mais assez riche. Son objectif principal est de montrer que les Svans ne sont pas seulement une partie de la Géorgie à travers tous ces objets exposés. Ils sont réellement un peuple distinct, avec leurs propres traditions, culture et langue, unique en son genre dans le monde. Cependant, les principales attractions ou artefacts historiques de Svaneti ne se trouvent pas dans un musée, mais dans les rues de la ville. Les tours sur fond de montagne sont une image caractéristique de cette région. Ces constructions hautes de 20 à 30 mètres ont été construites au premier millénaire avec des pierres tombées des montagnes lors des avalanches. Les familles les attachaient à leur maison pour se protéger en cas de conflits locaux, car comme nous le savons, les ennemis extérieurs ne venaient pas ici très souvent. Et c'est ainsi que ça fonctionne. L'entrée est au premier étage, et au rez-de-chaussée, où les murs sont les plus épais, il y a un salon avec un foyer au milieu où la famille est en sécurité. Au-dessus se trouve un entrepôt de provisions et au sommet une tour avec des meurtrières par lesquelles on jetait des pierres et tirait sur les assiégeants. Soit dit en passant, certains doutent de cette version car les meurtrières ne semblent pas pratiques pour la défense. Mais de toute façon, de nos jours, les tours sont utilisées comme des entrepôts de provisions, un peu comme une cave, mais plus haut. Et bien sûr, comme un symbole local et une attraction touristique. De nombreuses tours étaient fermées pendant la quarantaine, mais si tu cherches bien, tu peux en trouver une ouverte, y monter et admirer le coucher de soleil. Soit dit en passant, il existe une version selon laquelle les tours étaient utilisées comme point de navigation. En cas de danger, un feu était allumé en haut pour indiquer le chemin ou avertir les voisins. Mais nous sommes allés dans un endroit qui est probablement l'une des principales attractions de Mestia, et peut-être de toute la Svaneti. Cette maison typique avec une tour en Svaneti est un musée du grand alpiniste Mikhail Kergiani. Chaque sport a ses phénomènes. Lionel Messi au football, Michael Jordan au basketball, Michael Phelps en natation. Mais Mikhail Kergiani était probablement le meilleur en alpinisme. C'est le super-héros local principal ici. Les rues portent son nom, des concerts anniversaires sont organisés en sa mémoire et sa maison a été transformée en un musée entier où l'un de ses parents éloignés, également alpiniste, parle de toutes ses réalisations de manière très contagieuse et intense. 7 fois de suite, il a été champion de l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'il était le meilleur dans un pays de 500 millions de personnes. La concurrence était évidemment très forte. Il était un phénomène dans le monde de l'alpinisme, car il était à la fois un grand grimpeur et un grand alpiniste. Ce sont des choses différentes, tu le sais très bien. L'alpinisme concerne l'altitude, les grandes montagnes, la glace, la hauteur. Et l'escalade concerne qui monte plus rapidement en haut. Et pour moi, c'est comme si Usain Bolt courait également des marathons au même niveau. À son époque et même maintenant, les ascensions du Ciergiani étaient quelque chose d'irréel. Un voyage de 10 jours, en 17 heures. Ce sont ses grandes réalisations. Personne n'a répété cela jusqu'à aujourd'hui. Le musée lui-même présente de nombreux objets sur ces grandes ascensions et bien sûr l'histoire de l'alpinisme de ces années-là.
Ce qui m'a le plus intéressé, c'est l'équipement primitif utilisé par les alpinistes au milieu du XXe siècle, ce qui rend tous ces records encore plus incroyables. Soit dit en passant, Kiergigiani lui-même pensait que sa plus grande réalisation n'était pas l'alpinisme, mais le sauvetage de personnes en montagne. Mikaju Kiergigiani a effectué de nombreux travaux de sauvetage. Pour cette raison, il était le seul athlète de l'énorme Union soviétique à avoir reçu l'Ordre de l'Honneur. Depuis une altitude de presque 7000 mètres, il a descendu son compagnon, presque mort. Si quelqu'un comprend ou a été en montagne, c'est bien sûr très difficile, car c'est presque impossible. Et d'une manière ou d'une autre, il l'a fait. Malheureusement, sa vie a été très courte. À l'âge de seulement 37 ans, il est mort dans les Dolomites lors d'une de ses ascensions. Soudain, une pierre a commencé à tomber et a rompu la corde, et malheureusement, son compagnon d'expédition n'a pas pu aider. Et ici, sur le mur de la tour de sa maison, est suspendue la même corde rouge qui a été rompue par une avalanche de pierres en Italie et qui a mis fin à la vie du célèbre tigre des roches. Soit dit en passant, Tigre des Rochers est un surnom donné par des grimpeurs britanniques en raison de son agilité surhumaine. Et dans la chambre de Kiergiani, il y a un tableau qui, selon l'artiste, décrit ce surnom aussi précisément que possible. Et en parlant de pièces, au rez-de-chaussée du musée se trouve l'appartement traditionnel des Swann, où ils vivaient au début du 20e siècle et avant. Soit dit en passant, on pense qu'à cette époque, parmi la population pauvre, les Swann avaient des conditions de vie les plus luxueuses au monde. Ici, sous ces arcades, il y avait du bétail, et ici, juste à côté, vivaient des gens. C'est une maison que je n'ai pas réussi à montrer dans notre pension. La zone derrière les arcs est vraiment destinée aux vaches et le reste de l'espace est habitable avec un foyer qui descend directement du plafond. Et que diras-tu de cela, Elon Musk? Sur cette chaise, dont le nom m'échappe, je l'écrirai ici en bas. Seul le chef de famille avait le droit de s'asseoir. Bien sûr, nous avons exactement la même chaise dans notre pension. Mais revenons au musée. La visite se termine dans la salle où sont exposés les trophées et hommages envoyés du monde entier au tigre des roches. À l'époque, il n'y avait pas de likes, de réponses ou de dons. C'était ainsi que les abonnés montraient leur respect. Visiter le musée de Kiergiani est vraiment très intéressant et ça donne envie d'aller quelque part en montagne. Mais franchement, je ne suis pas un grand grimpeur ou alpiniste. Heureusement, il y a 2 stations de ski près de Mestia pour d'autres activités. La première est Atzvali. Le télésiège de Katswali est visible depuis n'importe quel point de Mesti. En réalité, c'est une station urbaine. Le télésiège, qui part presque directement de la ville, a été ouvert il y a seulement quelques années et a grandement simplifié la logistique pour atteindre la station. Et réglons tout de suite la question financière. Les remontées mécaniques sont très bon marché dans toute la Géorgie. Ce même ski pass saisonnier, dont je parlais dans la vidéo sur Goudauri, fonctionne dans toutes les stations du pays et donc en Svaneti. Cela vaut la peine de monter en montagne même sans équipement, car d'une part le télésiège offre l'une des meilleures vues sur toute Mestia, et d'autre part à la station supérieure, à une altitude de 2300 mètres, vous attend le restaurant le plus élevé de Géorgie, Zuruli, où un excellent repas vous attend. En réalité, il n'y a que 2 téléskis et quelques pistes de descente, mais tout le monde vient principalement ici pour le ski en forêt. Et sans se déconnecter du contexte du restaurant, le ski en forêt ici est mieux associé à une sauce faite de neige fraîche. En bref, c'est à cela que ressemble une journée presque parfaite à chaque Zwaal. Je fais ça aussi? Un endroit secret. Oui, le Japon est le foutu Japon.
Je n'ai jamais été au Japon, mais je pense que ça pourrait être très similaire là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Wow! Que se passe-t-il? Oh! Ah! Et pour finir cette journée presque parfaite, nous nous précipitons à Mestia pour un dîner bien mérité. Pendant la quarantaine à Mestia, il n'y avait pas beaucoup de lieux ouverts, mais parmi ceux qui le sont encore, il y en a quelques-uns que je peux recommander, ainsi que quelques plats géorgiens qui dépassent la folie habituelle des plats à base de farine. Notre premier établissement dans le programme est Laila. D'après l'une des montagnes entourant Mesti, c'est probablement le restaurant le plus connu avec un intérieur élégant et un service de haute qualité. Ragoût de bœuf à la sauce tomate et aubergine à la pâte de noix. La deuxième place est un très petit bar au charmant nom de Booba. Je ne suis pas sûr que j'aurais trouvé cet endroit sans le choix très limité à cause de la quarantaine, mais il est incroyablement atmosphérique, avec un barman amical et charismatique qui a déménagé ici depuis Tbilissi pour visiter sa famille, et le menu a des prix terriblement bas. Ce que je recommande de manger, spécialité géorgienne, salade aux noix. Mon plat géorgien préféré est le poulet en sauce crémeuse à l'ail. Et l'un des plats traditionnels de Svaneti, le cheese douari, c'est-à-dire du fromage pané à la farine de maïs. Délicieux. Selon la belle tradition géorgienne, nous brûlerons les calories en faisant du snowboard. Et pour rejoindre la deuxième station de Svaneti, nous avons une courte promenade. Route de Mestia à Tête-nous-le-dit. C'est vraiment magnifique, mais assez longue et difficile. C'est pourquoi les chauffeurs locaux vous demanderont au moins 130 lari pour le transport aller-retour. J'ai eu la chance de rencontrer Igor et Sofia à Kachvani. Les gens de Lviv qui ont loué une voiture à Tbilissi et ont voyagé en Géorgie avec un siège arrière libre. Combien ça a coûté? Pour combien de temps avez-vous loué la voiture? 500 $ par mois. 500 $? Wow! Très bon marché. Nous aurons une aventure totalement séparée avec cette voiture, qui, comme on dit, sera racontée dans la suite du programme. Et maintenant, cap sur... Que devez-vous savoir sur Tête Nordis? Le centre est très petit en termes de remontées mécaniques et de pistes de ski. Il n'y a que 4 remontées et très peu de pistes, mais il est à très haute altitude et son pied est le 3e plus haut sommet de Géorgie. C'est quelque part par ici. Il a une altitude d'environ 4850 mètres et le freeride pour lequel tout le monde vient ici est approprié. De nombreuses grandes pistes ouvertes où vous devez prendre quelques précautions avant d'y entrer. Tout d'abord, le saint graal de tous les freeriders est le détecteur d'avalanche fonctionnel et testé. Ensuite, une sonde avec une pelle dans le sac à dos et si possible, un sac à dos avec un coussin d'avalanche. Troisièmement, un baume à lèvres pour que le soleil de printemps ne brûle pas vos lèvres. Et bien sûr, de la crème solaire. En bas de la station, il y a plusieurs cafés avec de la nourriture délicieuse et abordable. Nous y reviendrons sur le chemin du retour. Au sommet même, il y a une chaîne de 3 montées, mais la 3e est souvent fermée après des chutes de neige ou par mauvais temps. D'ailleurs, les Autrichiens ont aidé à construire et à développer le complexe et n'ont pas lésiné sur les téléphériques, l'un des remontées les plus confortables que j'ai jamais vues. Eh bien, nous avons beaucoup de chance. Le 3e téléski fonctionne. Le sommet du centre est à une altitude de 3500 mètres. C'est ici que commencent les pentes les plus raides et les pistes de freeride. Et bien sûr, les parapentistes avec leurs parapentes. Magnifique. En bref...
Mais le remonte-pente ici est fermé la plupart du temps pour une raison quelconque, car la plupart des pistes menant vers le bas sont très sujettes aux avalanches. C'est pourquoi seuls les freeguiders les plus expérimentés grimpent ici sur des pistes difficiles et uniquement en groupe. Nous avions prévu un itinéraire plus conservateur, qui descend jusqu'au 4e téléski latéral. Pour le démontrer, nous passons à une espèce déjà testée. Les amis, première ligne. Wouhou! Et le meilleur, c'est que presque personne d'autre que nous n'utilisait ces pistes. Nous pouvions donc y retourner encore et encore. Traverse la corniche prudemment, ne franchis pas le bord. Donne-lui un peu de place et c'est parti. Bonne chance. Oh, quelle belle neige! Ouh, et longs au deuxième saut! Magnifique! On y va et on saute! Yeah! Et une autre livraison. Wow, quelle belle route. Quelle journée. Je suis content de ne pas être rentré à la maison. En général, le freeride dans le tête nulle abandonné est un pur délice. C'est un de ces endroits où l'on ne veut pas prendre de photos parce qu'il est impossible de capturer cette sensation excitante avec une caméra. Mais je vais vous montrer le café promis à la station inférieure. Et soit c'est l'air de la montagne, soit le fait de rider à une telle altitude. Mais tout ce que nous avons essayé ici était tout simplement incroyable. Comme par exemple ces brochettes, khachapuri au fromage, qui est une grande spécialité géorgienne, et bien sûr le shashlik. Et ce n'est pas seulement à quel point c'était délicieux, c'est probablement la meilleure vue sur un stand de kebab. Et ce n'est pas un simple stand de kebab avec vue sur les montagnes. C'est une kebab avec vue sur Ujba. Comme je l'ai dit au début du film, c'est un des symboles de Svaneti. Par beau temps, on peut le voir de n'importe où, à Hakwali, Tetnulda, et même en route ici. Et la montagne est tout simplement à couper le souffle, comme 2 Matterhorn pour le prix d'un est très difficile à conquérir. Le père de Mikhail Kirgeni est devenu célèbre, par exemple, pour avoir été le premier à gravir cette montagne, ce qui était considéré comme impossible à l'époque. Mais le temps passe et récemment, North Face a sorti un mini-film sur comment ils ont descendu cette montagne. J'ai laissé le lien dans la description. Nous ne sommes pas encore prêts pour descendre cette montagne, alors nous terminons avec une vue sur elle à Tetnuldi et nous rentrons vers Mestia. Après des escapades ensoleillées sur le Tetnuldi, mon nez est brûlé, tout comme tout ce que j'essaie de cuisiner. Alors aujourd'hui, nous lâchons prise et nous allons dans un endroit très intéressant. La route qui nous a pris 2h30 pour aller de Mestia à Ushguli est un véritable test de stress à la fois pour le conducteur et pour la voiture. D'un côté, il y a des falaises escarpées dont des morceaux tombent parfois directement sur la route, et de l'autre côté, une falaise plongeant dans une rivière de montagne qui ne semble pas très stable au printemps. Le trajet s'est déroulé assez calmement et nous sommes finalement arrivés à destination. Ushguli est une communauté de 4 villages sur le plateau de Svaneti. À une altitude de 2200 mètres, ils sont considérés comme l'un des plus hauts établissements de toute l'Europe. Mais encore plus intéressant est l'un des villages, Sajzi, et ses tours Swan uniques. Elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Malheureusement, il n'a pas été possible de tout voir de près, car tout est abondamment couvert de neige. Et bien sûr, le mieux est de venir ici en été, quand tout est vert et ressemble à peu près à ceci. Mais nous ne sommes pas venus ici juste pour jeter un coup d'œil aux tours enneigées d'Ushguli.
En général, quelque part là-bas devrait être la plus haute montagne de Géorgie, Shkara, mais les prévisions annonçaient une couverture nuageuse variable, qui n'a pas changé en notre faveur. Attendons, espérons que le temps va s'éclaircir. Avec tout mon amour pour la Géorgie, je suis ici pour la 6e fois, et je viens d'apprendre que le plus haut sommet n'est pas Kazbek, mais Shkara, avec un sommet à une altitude de 5200 mètres. Et pendant que nous attendons qu'il apparaisse enfin derrière les nuages, jetons un coup d'œil rapide à d'autres endroits intéressants. Voici la tour solitaire, l'église La Maria. Selon l'une des légendes, la reine Tamara, l'une des figures principales de l'histoire de la Géorgie, est enterrée sous elle. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à entrer à l'intérieur, mais cela n'a pas d'importance, car regardez qui est sorti des nuages. Bonne nouvelle! Shkara est enfin entièrement visible et a l'air absolument incroyable. Mauvaise nouvelle. Nous récupérons notre Jeep avec la garde frontière, parce que, comme vous le voyez, il s'est embourbé. Bien sûr, je vais te dire comment cette situation embarrassante s'est produite. Donc, nous étions là à attendre une fenêtre météo, mais après 1 heure, nous avons réalisé que nous n'avions aucune chance. Littéralement, et au figuré. Nous avons décidé de rentrer à la maison, mais la Jeep a refusé. Les roues s'enfonçaient traîtreusement dans la neige poudreuse. Nous devions les déterrer par tous les moyens possibles. 1 demi-heure de gesticulation lente avec la planche à neige n'a servi à rien. Mais à l'horizon, une motoneige de la garde frontière locale est apparue. En plus de croire qu'il y a des gens ici, ils ont aussi apporté une pelle, ce qui a rendu le travail beaucoup plus facile. Et après une autre demi-heure de creusement dans la neige, la montagne est finalement apparue et nous a fourni probablement les meilleures images de fond pendant que nous devions déterrer la voiture. Mais malheureusement, même avec une pelle, la neige de Svaneti ne voulait nous laisser aller nulle part. Encore une tentative. On va probablement rester ici pour de bon. Et nous avions vraiment envie de demander un endroit pour dormir, mais, à notre grande surprise, une solution est arrivée. Une deuxième voiture est venue nous sortir de là. Heureusement que les Géorgiens sont très serviables. Ils se sont portés volontaires pour nous sortir de ce pétrin. La population officielle d'Oujgouli est d'environ 200 personnes. En hiver, je pense même moins. Nous avons donc eu la chance de trouver ce monsieur qui a accepté de nous remorquer. Nous avons réussi à sortir de ce piège de neige, bien que pas du premier coup. Encore une fois. Didi Madloba, les gars. Nous devions nous dépêcher de rentrer à la maison avant la tombée de la nuit pour ne pas avoir à emprunter à l'aveuglette le même chemin. Mais avec un tel coucher de soleil, la tentation de s'arrêter et d'admirer les vues à Ushgouli est trop forte. Cependant, toute cette aventure de rester coincé n'a pas été vaine, car elle a permis cette prise. Voilà. La vue de la Maria avec Shkara en arrière-plan est l'une des principales cartes postales de Svaneti, et je suis très heureux d'avoir pu la capturer sur le chemin du retour, et dans une telle lumière. Sur le chemin du retour, nous avons encore vu quelques personnes de la petite population d'Ushgouli et j'ai commencé à réfléchir. Je me demandais si je pourrais supporter les conditions de vie difficiles dans des contrées si belles mais très reculées. Et bien que j'aime les montagnes, je ne pense pas. Après tout, je suis un gars de la ville. Selon la prévision, les prochains jours, la couverture nuageuse sera très variable, donc malheureusement je ne pourrai pas partir d'ici en avion, donc j'irai à Tbilissi avec une correspondance en minibus jusqu'à Zugdidi et de là en train à Tbilissi. Cette combinaison me coûtera environ $10, c'est-à-dire $4 pour les bus et environ 6 pour le train. Et je vais vous parler de mes expériences lors d'un voyage économique en Géorgie. Au moment de la sortie de ce film, j'en ai peut-être déjà parlé sur Instagram. Alors vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer de tels contenus à l'avenir. En bref, c'est une histoire purement géorgienne.
Ils ont décidé de traverser le col dans une simple Volkswagen de tourisme. Et bien sûr, ils sont restés coincés et ont bloqué tous les minibus. Et maintenant, je ne sais pas si j'arriverai à temps pour le train à Tbilissi. C'est comme ça. Nous avons failli manquer le train, mais le chauffeur de ce minibus va me conduire directement à Tbilissi pour seulement 6 $ de plus, parce qu'il allait de toute façon directement à Tbilissi et je ne le savais tout simplement pas. En ce qui concerne la Svaneti elle-même, c'est probablement l'une de mes régions préférées de Géorgie. Si ce n'est pas ma préférée, c'est certainement l'une des préférées. Je recommande de venir ici à n'importe quelle saison. Imagine à quel point ce sera magnifique quand tout fleurira et deviendra vert en été. Tu peux simplement venir et profiter d'une belle promenade dans les montagnes. Il n'est pas surprenant que Mestia soit considéré comme l'un des centres de trekking de la Géorgie. Bien sûr, vous pouvez et devriez venir ici en hiver, quand il y a 2 stations de ski et plein d'options pour le ski ou le snowboard. Je voudrais particulièrement revenir ici l'une des prochaines saisons avec tout mon équipement de ski de randonnée et aller dans des endroits moins accessibles. Et contrairement à Goudaouri, qui existe principalement pour les touristes, c'est une ville vraiment vivante, vraie et authentique, où vous pouvez simplement venir vous détendre et profiter d'une merveilleuse atmosphère géorgienne authentique. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre une partie de cette atmosphère. Et comme toujours, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans la prochaine. Et comme d'habitude, un commentaire après le générique lors du montage nocturne de cette vidéo. J'espère que ça en valait la peine. Et bien sûr, n'oubliez pas tous les boutons sur YouTube qui aideront ma chaîne à se développer grâce aux likes, partages, commentaires et envoi à des amis. Merci.